Donc nous avons la joie et le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Laurent Testo, qui est conférencier, vulgarisateur scientifique, journaliste scientifique, essayiste, qui a commis un certain nombre d'ouvrages. Il en a publié un notamment qui s'appelle Vortex, Collapsus, qui est un ouvrage collectif, un certain nombre d'autres ouvrages que je vais le laisser présenter. Et je tiens à le remercier parce que Laurent Testo, nous sommes en contact depuis 2021. Je l'avais contacté en 2021, année où nous avions pour thématique urgence décroissance. Il s'avère que cette année était une année noire puisque on était en plein Covid et que en 2020 on a eu on n'a pas eu les autorisations préfectorales d'organiser le festival parce que notre contrôle du pass sanitaire n'était pas suffisant, on n'avait pas le double sens de rotation et qu'en 2021 on a eu ces autorisations préfectorales mais avec l'obligation de contrôler le pass sanitaire. Ce que nous avons refusé absolument. Donc nous avons pris la décision lourde, puisqu'il y avait un mois de travail de programmation qui était bouclé, d'annuler le festival. Donc 2022, le Covid a disparu, on relance Urgence Décroissance, et malheureusement, Laurent n'est pas disponible. Entre-temps, il a la gentillesse de m'envoyer un exemplaire de Vortex, ce dont je le remercie énormément. Et donc il était dans mes petites listes depuis très longtemps. Et là, aux joies, nous relançons Effondrement non vraiment. Et je l'ai recontacté et il a réussi à trouver un nouveau sujet, un nouvel angle d'attaque tout à fait passionnant et je le laisse nous en dire plus. Merci Christophe pour l'invitation. Vous m'entendez bien tous ? Très bien. Alors oui, le nouveau angle d'attaque, c'est les forêts. À la demande d'un éditeur qui s'appelle Patrick Frémaux, j'ai écrit une histoire des forêts pour expliquer en fait pourquoi on a intérêt à les garder. Je pratique une forme d'histoire qui s'appelle l'histoire globale, qui consiste à regarder les liens sur le temps long, sur des grandes distances, entre des événements dont on n'a pas l'habitude de penser qu'ils affectent l'histoire, notamment le changement climatique, etc. On a écrit une histoire au XIXe siècle où l'Europe dominait le monde et on ne se posait pas trop de questions. L'histoire s'écrivait avec des grands hommes qui livraient des batailles, qui étaient décisives, voilà. En pratique, il y a énormément de hasards environnementaux dans l'histoire. Et puis, il n'y a pas que du hasard, il y a aussi une part, littéralement, non pas de déterminisme, mais d'influence environnementale très forte. Et c'est particulièrement vrai sur le succès des civilisations et leur lien avec la forêt. Alors, je vais déjà vous laisser réfléchir en vous-même. Imaginez une forêt. Je parle bien d'une forêt, pas d'une plantation, c'est-à-dire un écosystème très divers, avec plusieurs grands arbres, d'innombrables espèces associées, qu'elles soient végétales, qu'elles soient microbiennes, des micro-organismes dans le sol, qu'il s'agisse d'insectes ou de batraciens ou d'oiseaux ou de mammifères. Voilà, vous avez un écosystème complexe comprenant des milliers d'espèces, des millions d'interactions entre ces différentes espèces. Quel service nous rendent ces forêts ? En tant que communauté humaine, qu'est-ce qu'on peut en attendre qui semble vital ? L'oxygène, tout à fait. Oxygène, nourriture, absolument. Absorption du gaz carbonique, oui, sous forme de CO2, c'est lié à l'oxygène. Le sol. Alors, plus précisément, le sol. Quelles sont les relations entre le sol et la forêt ? L'humus. Bravo. Les mycorhizes. Oui, le cycle de l'eau. Ressources en bois, tout à fait. Oui. Ombre. Le plaisir de la forêt, tout à fait. Microclimat, oui, on peut même parler de macroclimat quand il y a une grande forêt. Elle conditionne, comment dirais-je, le climat continental. Dans les arbres qu'on voit le vent. Ah oui, donc là on est dans le plaisir, mais plus largement les forêts brisent le vent. Elles limitent la violence des événements climatiques. Donc brise-vent. Oui, refuge pour la biodiversité. Pour les humains, tout à fait. Un certain nombre de gens qui étaient persécutés sont réfugiés dans les forêts. On pense par exemple aux esclaves marrons qui fuyaient les plantations et se réfugiaient dans les forêts ou les marécages pour être à l'abri de leurs tortionnaires.
Oui, ça a été évoqué, la nourriture. On peut se nourrir dans une forêt, on peut orienter le couvert végétal pour qu'il fournisse davantage de nourriture, comme on le verra. Eh bien, voilà. Pardon? Oui, ça a été donné, le CO2, on pourra en reparler. Donc voilà, les esprits. Oui, tout ce qui est aspect symbolique, religieux, voilà. Oui, oui, tout à fait. Je le rejoindrai presque avec le plaisir, c'est-à-dire il s'agit de quelque chose qui est symbolique, esthétique, et qui nous permet de nous ressourcer au niveau mental, etc. Il y a également un aspect un peu sanitaire, dans la mesure où les arbres, lorsqu'ils sont notamment attaqués par un certain nombre de pathogènes, émettent des molécules qui les soignent eux, mais qui, en se diffusant dans l'air, ont un effet antidépresseur sur nous, renforcent notre système immunitaire, etc. Il a été prouvé que se promener régulièrement en forêt permettait d'améliorer de manière générale la santé, de manière assez substantielle. Bon, on a énuméré une quinzaine de services et je voudrais revenir particulièrement sur un service crucial. Alors, la quasi-totalité de ces services énumérés suffirait à faire comprendre l'importance historique des forêts et pourquoi une bonne civilisation ne se développe pas sans forêt. Mais l'humus, ça, c'est quelque chose de fondamental. Parce qu'on dit souvent que les forêts empêchent l'érosion du sol. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas cité, c'est vrai. Mais surtout, ce sont les seuls éléments qui créent de la fertilité sur Terre dans le sol. Comment ça se passe? On a cité les mycorhizes. Tout simplement, les racines des arbres, on l'a découvert depuis une trentaine d'années, ça a été notamment vulgarisé par Peter Volben. Les racines des arbres sont associées à des communautés de micro-organismes, de champignons, etc. Ces communautés descendent profondément dans le substrat de terre sous les forêts et dégradent la pierre, le sol dur, pour en extraire des éléments nutritifs qui remontent jusqu'à l'arbre. Et c'est une symbiose dans la mesure où le cycle de l'arbre, c'est de capter du CO2, c'est-à-dire du carbone lié à deux molécules d'oxygène, de recracher du dioxygène que nous respirons et de conserver le carbone pour le transformer en sucre ou en matériaux ligneux. Donc le matériau ligneux, c'est le tronc, c'est les feuilles, etc. Quant au sucre, ils servent à alimenter la sève et c'est en remettant ce sucre aux communautés mycorhiziennes sous les racines qu'il obtient cet échange de matériaux, comment dirais-je, d'éléments minéraux dont l'arbre a besoin. Et tout ça est restitué une fois que l'arbre a connu son cycle de vie. Il tombe, il pourrit sur place, il se dégrade, il est dégradé par des insectes xylophages, des champignons, des micro-organismes, et il se transforme ainsi en humus. Et toute la fertilité du sol sur lequel nous marchons, elle vient de là, elle vient des forêts. Cela fait maintenant près de 400 millions d'années qu'il y a des arbres sur Terre. On reculera peut-être encore cette date prochainement. 390 millions d'années que les plus vieilles forêts sont attestées, et nous mangeons grâce à toutes ces forêts qui se sont succédées, qui ont créé la fertilité du sol. Et ça, les premières civilisations agricoles, depuis 10 000 ans, on commence à faire de l'agriculture. Depuis 6 000 ans, on peut parler de civilisation agricole dans la mesure où les céréales domestiques sont devenues plus importantes dans l'alimentation que les céréales sauvages, et qu'on a associé un certain nombre de choses, légumineuses, etc., autour, et animaux d'élevage, pour former une forme de civilisation. Nous vivons dans une ère littéralement agricole, nous continuons à manger de la matière agricole, et ce n'est possible que grâce aux forêts qui nous ont précédés. Et les premières civilisations l'avaient bien compris, pour pouvoir planter, on allait là où étaient les sols les plus fertiles, on brûlait la forêt, et puis on plantait. Et quand le sol était épuisé, au bout de quelques rotations, on brûlait un peu plus loin et on replantait. Et puis au bout d'un moment, on se heurtait aux voisins. Et au bout d'un moment, le succès démographique de cette forme d'avancée était tel que, voilà, très vite, il n'y avait plus de forêts à brûler et il fallait les conserver. Pourquoi conserver des forêts? C'est tout simple. Un des grands secrets de l'histoire mondiale, vraiment on a découvert que ces 20 dernières années, c'est que avant le XXe siècle, avant qu'on arrive à sortir de l'azote de l'air pour refertiliser vaguement les sols avec le procédé Haber-Bosch, avec des engrais industriels, il n'y avait pas 36 moyens de restaurer la fertilité d'un sol dégradé, de restaurer partiellement cette fertilité,
il fallait trouver de quoi amender le sol. Et pour ça, on utilisait soit de la cendre végétale, soit on collectait les branchages, feuilles, etc. chaque année et on l'épandait sur le sol pour le retourner et l'enrichir, lui donner des apports organiques. Et puis on enrichissait ça avec ce qu'on pouvait collecter de nos excréments, de nos urines, des excréments animaux ou d'autres choses. Mais ce travail invisible qui a duré des générations et des générations de gens qui se sont succédés en ramassant dans les forêts aux alentours des champs des feuilles, les branches mortes, etc., pour les amener dans les champs afin que ceux-ci ne perdent pas trop en fertilité, c'est ça qui a fait la force des civilisations. C'est un travail passé complètement inaperçu parce qu'aucune élite ne faisait ça. C'était les femmes, les enfants des paysans qui, année après année, restauraient la fertilité du sol. Et la conséquence immédiate, c'est qu'une civilisation, quelle qu'elle soit, une civilisation agraire, qui reposait donc sur une spécialisation, avec un rendement en céréales qui devait être important, puisque les céréales permettaient un cycle, on pouvait lever des impôts, on les stocke à intervalles réguliers, on les récolte à intervalles réguliers. C'était donc la base des civilisations. Ce n'était possible que si on restaurait la fertilité des sols au fur et à mesure qu'on la dégradait. Cela voulait dire qu'il y avait, jusqu'au XXe siècle, des forêts associées aux surfaces cultivées. Si vous prenez un champ dans l'histoire, quel qu'il soit, il doit avoir à côté, mettons que ce champ fait 1 hectare, il doit avoir à côté de 2 à 5 hectares de bois dans lesquels on prélève la ressource fertilisatrice nécessaire pour entretenir sa fertilité. Et ça, c'était l'équation du maintien des civilisations. Il n'y avait pas d'autre moyen. Et à partir du moment où vous faisiez trop reculer le couvert forestier, vous vous mettiez en danger. Alors je vais l'illustrer à travers l'histoire. La première chose, c'est le Proche-Orient. Aujourd'hui, si vous allez en Syrie, en Irak, vous allez trouver des endroits qui sont souvent frappés de tempêtes de poussière. Vous allez voir un paysage jaune. De temps en temps, il y a du vert, là où on arrive à irriguer, à cultiver, etc. Là où ça n'a pas été totalement dévasté par la guerre ces dernières décennies. Vous arrivez encore à voir qu'il y a des communautés humaines et de la fertilité. Il n'y a plus de grandes forêts. Les dernières grandes forêts, elles ont disparu au XIXe siècle. Là-bas, elles ont servi au chemin de fer turc, ottoman, à la fin du XIXe. Mais en revanche, vous avez un écosystème complètement déstabilisé. Mais quand on regarde dans l'archéologie, il y a 6000 ans, la plupart des reliefs étaient couverts de forêts. Il y avait d'énormes forêts. Et on le voit dans les archives. Les guerres livrées en Mésopotamie, dans les premières archives dont on dispose, elles se passent en forêt. Les gens traversent des forêts pour aller attaquer le voisin. Et ça a été dévasté, 1, par l'agriculture, les guerres, et 3, par la métallurgie. L'âge du bronze commence, il y a environ 5000 ans, on commence de la métallurgie. Ça s'accélère il y a 4000 ans. Et pour faire de la métallurgie, déjà, non seulement l'agriculture faisait reculer le couvert forestier, mais la métallurgie va aggraver ça. Un des premiers facteurs, c'est parce que vous ne faites pas de métallurgie avec du bois. Vous la faites avec du charbon de bois. Ce qui veut dire que vous coupez l'arbre, vous l'utilisez une première fois pour faire un bâtiment prestigieux, mettons un palais, etc., parce que vous avez un beau tronc. Et ensuite, s'il s'agit d'un feuillu, il va repousser avec des tiges. C'est ce qu'on appelle un taillis. Au bout de 20-30 ans, vous pouvez prélever la tige, la débiter, c'est assez facile, elle n'est pas très grosse, et vous pourrez la brûler. Il y a des techniques pour ça, les techniques dites des chaux-fourniers. C'était le métier des brûleurs de bois. On débitait le bois, on le mettait en tas dans des fours et on laissait comburer un temps pour obtenir du charbon de bois qui gardait intacte sa capacité à donner de l'énergie. Et surtout, le charbon de bois est stable dans sa combustion, ça dure longtemps, et il restitue plus de chaleur, en fait d'énergie, que ne le ferait le bois spontanément brûlé. Et c'est pour ça que c'est crucial pour la métallurgie, ou pour produire du verre, ou pour produire de la céramique, c'est que la combustion stable permet l'industrie. Et à partir du moment où vous avez les âges des métaux qui commencent, âge du bronze, puis ensuite âge du fer, c'est un Moloch pour la biomasse, c'est-à-dire qu'il faut toujours plus de charbon de bois. L'autre avantage du charbon de bois, c'est que vous le déplacez facilement, il est 10 fois plus léger que le bois lui-même. Et la métallurgie va donc entraîner la déforestation du Proche-Orient et de la Méditerranée de manière assez importante. Du coup, on va arriver à l'époque romaine.
Les Romains ont une situation assez particulière. L'âge du fer a commencé il y a à peu près 3000 ans de ça. Et donc, eux, dont l'Empire atteint son apogée au début de notre ère, ils héritent de 1000 ans déjà de déboisement. Il n'y a plus de forêt primaire, ni même ancienne en Italie à ce moment-là. Les différentes civilisations italiennes ont déjà fortement déforesté. Donc les Romains vont aller chercher du bois ailleurs. Les Romains sont eux-mêmes des dévoreurs de bois, comme l'ont été tous les empires méditerranéens avant eux, ne serait-ce que pour fabriquer des flottes. On utilisait les sapins pour fabriquer les bateaux de guerre parce qu'ils étaient légers et robustes, le pin pour fabriquer les bateaux de commerce, et déjà ceci suffisait à dévorer des forêts entières. Mais en plus, les Romains combattent en déforestant. Ils abattent les bois là où ils arrivent, dans un territoire de conquête, et ils font des fortins partout où c'est possible. Ça donne deux avantages. On nivelle le terrain autour en enlevant le couvert forestier, et on construit ainsi un fortin. Et l'expansion romaine va être limitée par la forêt. Ils vont se heurter à une forêt ancienne en Germanie et ils ne pourront pas pénétrer suffisamment cette forêt pour l'envahir. Donc ils vont construire un mur peu après le Rhin, le Limès, pour empêcher les peuples germains de venir chez eux, pour marquer symboliquement cette frontière. Et les Romains vont définir en fait qu'il y a un espace civilisé qui est sous contrôle, la Gère, et un espace sauvage, le Saltus, qui n'est pas sous contrôle. En général, cet espace sauvage, c'est non seulement tout ce qui est boisé et qui n'est pas entretenu par la main de l'humain, ça désigne également les terrains incultes qui sont en voie de reforestation spontanée. La Gère, en revanche, est un espace ordonné qui est propice à la civilisation. C'est un champ cultivé, typiquement, ou ça peut être une forêt menée en taillis, complètement éclaircie, dans laquelle on prélève régulièrement du bois, une forêt donc contrôlée. Et Saltus, c'est de là que vient notre mot sauvage. Le terme romain pour désigner la forêt a donné notre sauvage à nous, parce que pour les Romains, la forêt, c'est l'antithèse de la civilisation. Les Romains bouffent du bois également pour les thermes. Ils ont un mode de vie qui consiste à utiliser énormément de bois pour chauffer des grands établissements dans lesquels on peut prendre des bains chauds, aller au sauna, etc. Et c'est vraiment une machine également à consommer du bois. À Rome, à l'apogée, au IIIe siècle, il y a à peu près 800 thermes publics et plusieurs milliers de thermes privés qui mangent du bois avec des circuits commerciaux qui vont jusqu'au cœur de l'Europe centrale, jusqu'au fin fond de l'Anatolie, jusqu'en Belgique et en Grande-Bretagne pour ramener du bois. Et même l'Égypte est complètement déboisée à l'époque romaine. La dernière grande forêt d'Égypte disparaît au IIIe siècle sous cette influence-là. Une autre civilisation qui a énormément dévoré de bois, c'est la Chine. Ça a commencé avant les Romains, il y a peut-être 4000 ans. Il y a 3200 ans, lors d'une guerre dynastique, on s'aperçoit que les dynasties qui sont en guerre à ce moment-là, les Chang et les Zhou, s'accusent mutuellement de laisser prospérer la forêt sauvage qui est propice à l'habitat des animaux dangereux comme les éléphants, les rhinocéros, les tigres. Et le programme littéralement politique de ces deux dynasties, c'est on va déforester pour garantir la sécurité des gens. Et ils déforestent. Un des historiens phares de cette époque-là en Chine, Mark Elvin, qualifie d'ailleurs les Zhou, la civilisation, la dynastie qui va emporter cette guerre de succession, comme étant la dynastie du déboisement. Ils vont déboiser de manière massive et ils vont créer ainsi une grande expansion démographique. Et c'est là que se met en place un cycle qui va traverser toute l'histoire chinoise pendant 3 millénaires jusqu'à nos jours. C'est le cycle, on va dire, expansion démographique, déboisement, catastrophe écologique. Expansion démographique, la Chine a toujours eu une rentabilité agricole extrêmement forte grâce à ses cultures intensives, sa maîtrise de l'irrigation, etc. Donc il capte les grands fleuves, notamment le fleuve jaune. À l'époque des Zhou, le nord de la Chine est une zone encore chaude et humide. Le déboisement mené à partir des Zhou va aridifier et accroître le froid qui va désormais descendre des steppes et commencer à s'installer dans le nord de la Chine. Le climat va changer
sous l'action du déboisement. Ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est que le succès démographique, à force de nourrir leur population, ils ont une expansion démographique forte et ils vont la gérer de la manière suivante. On va former des divisions de paysans soldats qui vont partir à la conquête, donc les terres à conquérir, évidemment, c'est vers l'ouest, partir à la conquête des plateaux de l'ouest, se heurter à d'autres royaumes ou à des confédérations, par exemple, nomades, les vaincre dans un premier temps, parce qu'il y a une dynamique forte, beaucoup de gens, des technologies en avance. Donc on fait reculer ces peuples-là, on s'empare de leurs terres, on les déboise pour les mettre en culture, et là, l'érosion commence, parce que nous sommes sur des collines qui sont couvertes de l'œuf, qui est un matériau fertile, mais rapidement volatile quand il n'y a plus de couvert forestier. Ce l'œuf se dégrade, il se transforme en limon, il y a des fortes pluies, qui les emmènent dans les fleuves. Or, en amont, les fleuves sont fondamentaux pour l'agriculture irriguée. Et les crues se multiplient. On parle aujourd'hui du fleuve jaune en Chine. Il ne prend son nom définitif qu'à l'époque des Han. Les Han sont contemporains des Romains, c'est-à-dire il y a 2000 ans. Avant, il est appelé le fleuve parce qu'il n'est pas jaune. Il devient jaune parce qu'il se charge de limon de manière massive à partir d'il y a 2000 ans, 2200 ans. Et à ce moment-là, comme il se charge de limon, les sédiments se déposent au fond du fleuve. Et comme il est déjà entouré de digues avec des canaux d'irrigation tout autour, eh ben on surélève les digues, ce qui consomme encore plus de bois d'ailleurs, puisque pour faire des digues, on met des troncs de pin bien droits sur 20 mètres de profondeur, et puis on enroche autour et on monte, on monte, on monte. À l'époque des Han, déjà, il y a 2000 ans, le fleuve jaune porte aussi un autre nom, c'est le fleuve suspendu. Imaginez une grande plaine, l'est de la Chine, le nord-est de la Chine, qui est parcourue par un fleuve qui est entre deux monticules de digues qui ont été élevés pendant 1000 ans, génération après génération, pour endiguer le fleuve, et que ce monticule-là, en moyenne, est à 8 mètres au-dessus de la plaine. Et maintenant, rajoutez à ça des pluies de plus en plus intenses, des événements El Niño, par exemple, et de l'érosion qui s'accumule. À un moment, le fleuve rattrape et déborde les hommes. La digue craque. Le fleuve retrouve un cours qu'on lui avait interdit depuis plusieurs siècles et il dévaste. Chacun de ces événements, chacune de ces grandes crues va emporter des centaines de milliers de vies. Un événement de ce genre, au milieu du XIe siècle, lors du règne des Song, emporte 1 million de personnes. Voilà. Il faut comprendre que la Chine se retrouve alors face à un énorme problème. C'est-à-dire que le pouvoir va mettre toute son énergie à consolider les digues, à porter secours aux gens qui ont été atteints par ces événements-là. Et en même temps, donc, il va consacrer moins d'argent aux militaires. Or, c'est précisément le moment où les peuples qui ont été repoussés par la précédente expansion sont en train de s'organiser sur le modèle chinois. Ils ont des transfuges chinois, ils apprennent l'écriture, l'administration chinoise, les techniques de guerre chinoises, la polyurcétique, l'art d'assiéger les villes, et ils contre-attaquent. Et là, l'État doit à la fois entretenir ses infrastructures, ses digues, etc., alors que les inondations deviennent de plus en plus violentes, et faire face aux attaques des peuples extérieurs qu'il a ligués contre lui. Et la dynastie en général passe cul par-dessus tête, et on peut ainsi raconter l'histoire de la Chine de ces 2000 dernières années comme une succession de dynasties qui ont un succès démographique, une expansion, une destruction de l'environnement et un choc écologique qui, doublé d'un choc militaire avec les voisins, entraîne l'effondrement de cette dynastie-là, avec des passages de relais entre dynasties qui peuvent emporter jusqu'à la moitié de la population chinoise par moment. Ça semble être le cas, par exemple, à la fin des Han, avant l'émergence des dynasties suivantes, notamment les Tang. Et donc, on voit là se mettre en place une dialectique, on peut dire presque de l'effondrement, c'est-à-dire un effondrement civilisationnel pour les Chinois, c'est un changement dynastique. Et ce n'est pas une formule comme ça. Nous, on imagine un effondrement civilisationnel comme étant définitif. Les Chinois s'en sont toujours remis. En revanche, la somme de souffrances qui s'ensuit peut être complètement dévastatrice et complètement sous-estimée.
Pour donner une échelle, par exemple, à la fin du 19e siècle, les Chinois font face à ce type de cycle. C'est la dynastie Qing, qui a affaire à la fois à une érosion très forte de son milieu, aux attaques des Occidentaux. Donc c'est ça surtout sur lequel on fait porter la responsabilité de l'effondrement de la dynastie en 1912. C'est l'idée que les Occidentaux ont déstabilisé la dynastie. Mais les Occidentaux n'ont pas été le seul facteur déstabilisant. Il y a eu les éléments, les grandes famines, notamment il y a 3 grandes famines à la fin du 19e siècle, et il y a la guerre civile. Pour donner une échelle, la guerre civile des Taiping, qui est une des plus importantes du 19e siècle, fait à peu près 30 millions de victimes. C'est plus que le premier conflit mondial. Et c'est une guerre civile qui a lieu en Chine. Voilà. Et ça, c'est déjà, quand on parle de 30 millions de morts, c'est déjà un effondrement civilisationnel. Et c'est directement lié à la présence de forêts sur les reliefs dominant la Chine. Et l'Europe, elle, va finir par s'affranchir de cette idée-là. Tout simplement parce que, à partir du XVIe siècle, on va mettre la main sur des ressources ailleurs, des ressources, ce qu'on appelle des hectares fantômes, aujourd'hui en histoire globale. Vous devinez de quoi je parle, bien sûr. La colonisation, exactement, et notamment des Amériques. Et c'est lié à un hasard environnemental complet. Quand les Espagnols débarquent par hasard dans les Amériques, c'est suite, je rappelle, à une mauvaise appréciation par Colomb du diamètre de la Terre. Il pensait qu'il était 2 fois plus réduit que ce qu'il était vraiment. Donc il pensait arriver en Inde, d'où la méprise. On va appeler les gens qui sont là-bas des Indiens, alors que, bon, voilà, ils n'avaient rien à voir avec l'Asie. L'histoire particulière écologique de l'Europe, c'était non seulement l'érosion des forêts, mais c'était aussi la multiplication des pathogènes. Nous avions eu une forme d'agriculture qui était basée sur les céréales et l'élevage. Élevage de bovins, élevage de porcs et élevage de poulets. Ovins aussi, mais les ovins n'ont pas tellement transmis de microbes. Là où je voulais en venir, c'était aux échanges biologiques. Nous avions créé littéralement un bouillon de culture en vivant de manière très forte avec les poulets, les vaches et les porcs, et nous avions échangé des pathogènes avec eux. Et c'est de là que viennent la rougeole, la rubéole, les oreillons, la variole. Toutes ces maladies ont été des tueuses de masse dans l'histoire de l'Eurasie, Europe plus Asie. Mais nous avions fini par devenir résistants ou immunisés à ces maladies. Quand les Espagnols ont traversé l'Atlantique pour la première fois, ils ont amené ces maladies avec eux. Or, les Amérindiens n'avaient pas la même histoire biologique. Ils avaient domestiqué très peu d'animaux et ils vivaient très peu en coévolution avec eux. Et donc, ils ont été emportés par les maladies des Européens. C'est comme ça que Cortés met à genoux la Confédération aztèque. Ce n'est pas par son génie militaire. C'est parce que dans les premiers mois de la guerre, la moitié des Aztèques meurent de la variole. Et ça c'est un effondrement civilisationnel. Si vous cherchez un effondrement dans l'histoire des civilisations, c'est celui des Amérindiens. On estime qu'à l'époque de Colomb, il y avait entre 50 et 60 millions d'Amérindiens. Un siècle plus tard, il en restait 5 millions. 90% de la population amérindienne a été effacée de la surface de la Terre en l'espace d'un siècle, par les maladies essentiellement, aggravées pour ceux qui avaient été conquis, par les mauvais traitements infligés par les colons espagnols. Ça a donné à l'Europe un boost formidable qui l'a mené au XIXe siècle à dominer le monde, à la fois par les métaux précieux qu'elle a pu trouver là-bas. Par exemple, la mine du Potosi au Pérou a fourni 80% de l'argent métal en circulation dans le monde entre le XVIe et le XVIIIe siècle, ce qui a permis à l'Europe d'asseoir sa domination économique sur la planète. Mais surtout, l'Europe a pu s'emparer de terres arables ailleurs et sous-traiter la partie en fait énergétique, je dirais littéralement, de notre alimentation à l'extérieur, sans dévaster ces terres. L'exemple le plus frappant, c'est le sucre. On connaît le sucre depuis au moins 2500 ans en Asie, en Inde, et c'est probablement la première agriculture réellement industrielle conçue pour l'exportation. À savoir, vous faites un grand champ,
de monoculture. Vous y consacrez littéralement des régions entières de l'Inde au début. Vous le coupez à intervalles réguliers. Vous brûlez de la forêt pour transformer la mélasse que vous venez de broyer, la canne à sucre que vous avez broyée en mélasse, vous brûlez dessous pour la transformer en pain de sucre et vous commercialisez ça sur la longue distance. Les Arabes s'emparent de ce commerce lors de l'expansion de l'islam, à peu près vers le 8e, 9e siècle. Ils transforment les îles de Méditerranée qu'ils viennent de conquérir en plantations de sucre. Les croisés s'en emparent au 11e, 12e siècle. À partir de là, l'Europe est accro au sucre. La conquête de l'Atlantique, on commence par conquérir des îles comme Madère, comme les Canaries. En gros, on arrive sur des îles qui sont boisées, on les brûle et sur les cendres, on fait tout de suite de la canne à sucre parce que c'est ce qu'il y a de plus rentable. Colomb, son second voyage vers les Caraïbes, il emporte des plantes canne à sucre pour voir si la plante est adaptable là-bas parce que c'est ce qui intéresse les gens qui subventionnent ces expéditions. Et ça marche. Le Brésil entier, conquis par les Portugais, se transforme en océan de canne à sucre, ou du moins ce que les Portugais peuvent contrôler, c'est-à-dire la côte atlantique. Toute la forêt, au XVIe siècle, toute la forêt du Brésil, la forêt côtière atlantique en fait, est dévastée par la plantation de canne à sucre. On brûle d'abord, sur les cendres on plante la canne et puis on progresse comme ça dans la forêt en déboisant au fur et à mesure. On estime que pour 1 tonne de sucre produite, il faut 100 tonnes de bois. Voilà, ça donne le rythme de la déforestation, à tel point que le Brésil ne peut plus fournir autant de sucre que ce qui lui est demandé au début du XVIIe et qu'on commence à passer sur les îles des Caraïbes. On va dévaster la Barbade, puis on va dévaster l'actuel Haïti, etc., etc. Et en fait, le sucre sert à nourrir l'effort européen, c'est-à-dire que toutes les calories qu'on extrait de ce sucre colonial, elles servent à nourrir l'essor industriel de l'Europe progressivement. Et ça se double également d'un commerce absolument atroce, qui est le commerce de la chair, le commerce des traites négrières, puisque les Amériques se sont vidées de leur main-d'œuvre suite aux grandes pandémies. On déporte des millions d'Africains pour les différentes plantations dans les Amériques, et notamment celle de sucre. Et le sucre est donc le principal responsable de la déforestation de la forêt côtière brésilienne. Et on pourrait multiplier les exemples parce qu'il y a d'autres formes de culture qui vont arriver ensuite, qui sont celles de l'EVA, par exemple, qui va dévaster les forêts en Asie. On va adapter l'EVA, qui est une plante qui pousse normalement dans la forêt amazonienne. On va l'adapter à l'Asie pour des raisons coloniales, de rivalité coloniale. C'est les Britanniques qui vont vouloir dépouiller le Brésil de son monopole sur le caoutchouc. Et donc, ils vont, à partir d'une douzaine de plants qu'ils vont réussir à partir de graines qu'ils sortent en contrebande, ils vont réussir à faire une douzaine de plants et avec lesquels ils vont littéralement défricher une partie, par exemple, de la Malaisie pour la replanter en EVA. Et vous devinez déjà ce que ça veut dire au niveau biologique, au niveau de l'homogénéisation des flux biologiques. C'est que les millions, voire milliards d'EVA qui poussent en ce moment en Asie descendent de 12 plantes que les Anglais ont pu dérober au Brésil. Ça veut dire un appauvrissement biologique de l'espèce extrêmement fort. Donc il y a une harmonisation à travers la colonisation des arbres, un appauvrissement génétique et une harmonisation, une destruction des forêts. Donc cela donne une idée de la façon dont en fait les couverts forestiers sont liés ou pas au succès de civilisation. Et l'Europe a pu sortir du cycle justement où on déforestait sans arrêt parce qu'on avait besoin de matériaux sans arrêt à puiser dans les forêts. On a pu sortir de ce cycle simplement parce qu'en colonisant le reste du monde, on pouvait s'emparer des ressources ligneuses du reste du monde. Ça, c'est fondamental. C'est une des dynamiques principales sur lesquelles va s'appuyer l'Europe pour son succès. Et à partir du XIXe siècle, ce qui témoigne justement du succès de cette politique, c'est que l'Europe sort d'un cycle potentiel d'effondrement. On peut dire que la guerre de 100 ans, par exemple la Grande Peste, a été un effondrement démographique de l'Europe. Elle en sort à partir de la Renaissance en s'assurant d'avoir des ressources dans le monde entier. Et ce qui lui permet, à partir du XIXe siècle, de mener une politique délibérée de reforestation. Elle inverse le flux, en fait. Et elle fait porter la déforestation sur les tropiques.
Ça va durer pendant à peu près 2 siècles, c'est-à-dire qu'on va déforester les tropiques pour nourrir la reforestation de l'Europe. Les États-Unis, eux, qui se sont massivement reforestés suite à l'effondrement des populations indigènes dont je vous ai parlé, les populations indigènes qui se livraient à l'agriculture, on revient en arrière, à l'arrivée de colons. Je vous ai dit que les populations amérindiennes étaient passées de 50-60 millions à 5 millions de personnes. Parmi ces personnes, il y avait à peu près, on estime, 35-40 millions de gens qui faisaient de l'agriculture. Mais ils faisaient de l'agriculture de façon particulière. Ils n'avaient pas de métal, ils n'avaient pas d'animaux de trait, donc ils ne pouvaient pas retourner la terre. Ils brûlaient régulièrement leur milieu, brûlis périodiques, et dans les cendres, ils faisaient des trous, ils enfouissaient des excréments, et puis ils plantaient des associations végétales. La plus connue, c'est la milpa, courge, maïs et haricots. Les trois sont durables, entre guillemets. Le haricot fixe l'azote, le maïs fournit un tuteur, la courge recouvre le sol. Donc c'est quelque chose que l'on peut planter de façon pérenne et qui en plus couvre l'ensemble du spectre des besoins alimentaires de base d'une personne. Donc ça permettait l'établissement de grandes civilisations, en tout cas de nourrir les gens. À partir du moment où 35-40 millions de jardiniers sont effacés de la surface de la Terre, le couvert forestier sur les Amériques progresse et se densifie. Simultanément, comme les gens qui entretenaient ce couvert forestier en le brûlant périodiquement, en l'éclaircissant, meurent, ce couvert est bouleversé. En plus, il y a un léger changement climatique, c'est le renforcement du petit âge glaciaire. Et les plantes invasives venues d'Asie et d'Europe se substituent pour partie aux anciennes plantes qui se trouvaient dans les Amériques. Ce qui explique qu'un certain nombre d'écosystèmes américains, en fait, se simplifient à outrance suite à cette dimension comment dirais-je, de l'irruption européenne dans l'écosystème américain. Donc, on voit que les forces de l'histoire donc, ont abouti à de nouvelles configurations biologiques sur un certain nombre d'endroits de la planète. Je vais revenir d'ailleurs sur l'Amazonie, très spécifiquement pour l'illustrer. On estime qu'à l'époque de Colomb, il y avait à peu près 8 millions d'Amérindiens dans la forêt amazonienne. Il y a un Espagnol, il y a une petite expédition espagnole qui traverse dans les années 1500, à la fin des années 1530 par accident la forêt amazonienne de part en part. En fait, elle descend depuis les Andes. Elle se retrouve un peu perdue dans les piémonts amazoniens. Et comme ils sont perdus, comme ils ont fait fuir ou qu'ils ont tué leur guide indigène, ils décident de se séparer en deux. Il y en a qui font demi-tour en espérant retrouver Cusco, le Pérou, etc. On n'entendra plus jamais parler d'eux. Et il y en a d'autres qui raisonnent, qui se disent « Tiens, là, il y a une rivière, on va suivre la rivière, et au bout d'un moment, on arrivera à l'océan. » Donc, ils construisent une embarcation, un radeau, et ils se laissent dériver sur ce qu'on appellera plus tard l'Amazonie. C'est d'ailleurs Gaspard de Carvajal qui va relater cette expédition, c'est le chapelain de cette expédition, qui va donner le nom Amazonie, puisqu'il dit qu'il a vu des femmes armées, donc les fameuses Amazones de l'Antiquité vont être déplacées là, et on va parler désormais d'Amazonie. Carvajal raconte qu'il a vu des grandes cités, qu'il a vu d'énormes bassins qui avaient été creusés de main d'homme pour capter en fait les crues de l'Amazone et qui permettaient ainsi d'élever des plantes alimentaires et des tortues. Et voilà. Et donc, on se dit, il y a de l'or, il y a des cités d'or, il y a des grandes civilisations sous le couvert végétal. Problème, c'est qu'il faut 30 ans pour qu'une autre expédition espagnole pénètre en Amazonie. Et là, il se heurte à quelque chose de radicalement différent de ce qu'avait vu Carvajal. Il n'y a plus de grandes avenues dans les arbres, mais tout est encombré par des plantes qui poussent n'importe où. On va parler d'enfer vert, on va parler, voilà. Et de nombreuses expéditions vont souffrir à la recherche de ces cités d'or, alors qu'ils ne voient quasiment personne. Les rares indigènes survivants évitent tout contact avec les Espagnols. Et en fait, depuis 20 ans, qu'on scanne le couvert forestier amazonien avec des lidars, c'est-à-dire des lasers aériens qu'on manipule avec des drones ou avec des avions, on a réalisé qu'effectivement, Carvajal n'avait pas eu d'hallucination. Il y a bien des grands bassins creusés de manière régulière autour de l'Amazonie, également dans le Beni, c'est une région amazonienne appartenant à la Bolivie, et ailleurs. Effectivement, il y avait une population très dense
qui entretenait son milieu, qui était présente au fin fond de la forêt et qui savait en tirer suffisamment de nourriture pour s'y maintenir. On sait que cette population-là a vécu en agroforesterie avec la forêt, en enrichissant le couvert forestier, en sélectionnant les plantes qui étaient favorables à son développement, etc., etc., au point même qu'ils ont créé ce qui est aujourd'hui considéré comme le terreau le plus fertile de la planète, la terra preta, qui est une forme d'humus qui se reconstitue naturellement, qui s'auto-régénère et qui est d'origine anthropique. Il est constitué des déchets végétaux, de déchets organiques également consommés par ces peuples le long des rivières et des fleuves d'Amazonie, avec des ajouts de tessons de poterie, avec différents matériaux qui en ont fait un terreau extrêmement fertile qui couvre une bonne partie de l'Amazonie sur une épaisseur qui peut aller jusqu'à 3 mètres. Et cette terra preta, les plus anciennes qu'on connaisse, sont au moins 3-4 000 ans. Et certains chercheurs estiment que cela fait 10 000 ans, en fait, que les peuples autochtones d'Amazonie ont influencé le couvert végétal. Il est certain qu'ils l'influencent depuis au moins 3 ou 4 000 ans en sélectionnant les plantes qui poussaient autour de chez eux. Cela questionne d'ailleurs notre vision à nous, très eurocentrée, de ce qu'est une forêt primaire ou une forêt secondaire. Une forêt secondaire, c'est une forêt que nous avons replantée, dont nous avons tellement affecté la composition que tous les arbres qui sont présents ont été influencés de la main de l'homme. En France, vous n'avez que des forêts secondaires. Elles ont une histoire, on sait qui les a plantées, qui les a influencées, etc. La forêt primaire, c'était la forêt typiquement de Papouasie ou d'Amazonie, dans lesquelles nos yeux d'Européens ne voyaient que sauvagerie, pour reprendre le terme des Romains. On ne voyait que des plantes qui étaient venues là spontanément. Et en fait, quand on demande à un guide indigène en Amazonie et qu'il arrive dans un endroit qu'il ne connaît pas, à un moment, il peut s'arrêter et il peut dire « là, il y a un village ». Et comment il le sait? C'est simplement qu'il y a des arbres là qui n'y seraient pas s'il n'y avait pas de village. Parce que, depuis plusieurs siècles, dans ce village-là, on a sélectionné les arbres qui poussent autour, pour des raisons symboliques, alimentaires ou vestimentaires d'ailleurs. Voilà. Et donc, certains peuvent lire la présence humaine dans les forêts de Papouasie ou dans les forêts d'Amazonie. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas de forêt primaire, réellement. Il y a des forêts qui ont coévolué partout avec les humains. Simplement, elles sont plus ou moins affectées, plus ou moins enrichies en biodiversité. Aujourd'hui, les forêts où sont présents encore ces chasseurs-cueilleurs, la Papouasie ou l'Amazonie, sont les forêts les plus biodiverses de la planète, ce qui, comment dirais-je, devrait nous alerter sur la nécessité absolue de les protéger. Or, depuis 2 siècles, nous les déforestons. Alors, tout au long du 19e, ça a été surtout les îles, par exemple, du Pacifique qui ont été déforestées. Les Fidji ont été dévastées parce qu'elles étaient couvertes, par exemple, de bois de santal, de forêts de bois de santal, et que les Chinois étaient demandeurs du bois de santal. Donc les Anglais ont déforesté les Fidji pour pouvoir acheter aux Chinois de la céramique ou de la soie. Et ça a atteint une dimension vraiment industrielle au XXe siècle. On a commencé à déforester massivement les tropiques. À la fin du XXe siècle, en fait, la consommation occidentale a commencé à ralentir. Et vers les années 2000, on disait la déforestation ralentit, c'est super. Et cette déforestation, elle était essentiellement tropicale. En plus, il y avait une balance qui poussait soi-disant dans le bon sens, c'est-à-dire que nous, en Occident, on reboisait, on recouvrait nos forêts d'antan. Pour donner un chiffre, la France avait 10% de couvert forestier en 1820. Aujourd'hui, on est à 31%. Donc, la forêt a regagné du terrain. Après, c'est souvent une forêt monospécifique, assez pauvre biologiquement, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, le couvert forestier regagne du terrain en Europe et dans les pays développés. Ça, c'est jusqu'en l'an 2000. À partir de l'an 2000, on assiste à une bascule. Vous devinez laquelle? Essor de la Chine. La Chine a été le grand pays le plus déforesté de toute l'histoire mondiale. Et arrivé sous Mao, dans les années 1970, il n'y avait plus que 6% de la Chine qui avait encore ses forêts d'origine. Et les successeurs de Mao ont eu en tête de reconstituer ce couvert forestier.
et donc d'arrêter la déforestation. Et comment est-ce qu'on fait quand on est un grand pays en voie de développement, vraiment expansif, comme l'a été la Chine de ces 20 dernières années, et qu'on a vraiment besoin de bois? On va le chercher ailleurs. Exactement. Donc aujourd'hui, par exemple, la Chine déforeste le Cambodge massivement, un pays qu'elle a sous sa coupe. Elle achète du bois partout dans le monde, etc., ce qui lui permet de se reforester. La Chine a aujourd'hui à peu près 25% de couverts forestiers, on va dire, souvent de la monoculture. En fait, c'est que la Chine a en tête, contrairement à l'Europe, nous, je vous l'ai dit, nous sommes sortis du cycle de l'effondrement en allant prendre les ressources des autres, et notamment leurs forêts, pendant la colonisation. C'est-à-dire ça fait 5 siècles, en gros, qu'on ne sait plus à quoi ressemble un effondrement. On a eu un avant-goût au XVIIe siècle avec la guerre de 30 ans, qui a failli emporter l'ensemble des puissances européennes dans la première moitié du XVIIe siècle. Mais depuis, on a oublié ce que pouvait être un effondrement, à l'exception des 2 guerres mondiales, peut-être. La Chine, elle n'a pas oublié la succession dynastique, et donc elle s'acharne à garder son environnement le plus possible, le moins affecté. Or, c'est un des pays, c'est probablement le grand pays le plus pollué au monde, puisqu'elle est toujours l'atelier du monde. C'est un pays où on a considérablement aggravé les problèmes écologiques. En revanche, elle pense qu'elle peut apporter une solution par la reforestation de force sur le modèle européen. Ça ne va pas sans problème, je vais juste raconter une anecdote. La Chine a planté massivement des peupliers vers l'ouest. Et l'idée, c'est de fixer le sol, d'empêcher l'érosion, de contrôler les grandes inondations, voire de changer le climat à terme, de restituer la fertilité des sols, tout en n'excluant pas de pouvoir exploiter. Donc on plante du peuplier parce que c'est une espèce pionnière, elle pousse très vite, elle pousse droit, on peut faire des baguettes avec au bout de quelques décennies. Le problème, c'est qu'à replanter en monospécifique, ces forêts-là sont extrêmement vulnérables, par exemple, à des insectes. C'est ce qui est arrivé à la fin des années 90. Il y a eu une infestation d'insectes, de charançons, qui ont commencé à dévorer le peuplier. Et donc la Chine avait 2 solutions. Si vous voulez avoir des forêts qui résistent aux différentes maladies, etc., il faut des forêts biodiverses. Ça, c'est prouvé. Si vous avez plusieurs espèces d'arbres qui cohabitent, ils vont échanger des résistances, les individus malades seront isolés, il y aura des bosquets, etc., des flux génétiques qui feront que le parasite aura beaucoup plus de mal à éradiquer une espèce donnée dans un écosystème riche et varié. Donc tout le contraire de la plantation. Donc la solution, ce serait de refaire ces forêts avec une autre optique, des forêts vraiment biodiverses. Où il y a une deuxième solution, c'est de continuer la fuite en avant dans la technologie. La Chine a choisi la deuxième solution. Ils ont manipulé génétiquement leurs peupliers pour les rendre résistants aux charançons. Plus exactement, lui faire émettre un insecticide qui fait que le charançon ne vient plus. Pour ce faire, ils ont dupliqué le brevet de Monsanto, le brevet BT qui était utilisé sur le maïs, pour que le maïs résiste à la pyrale, qui est un petit papillon qui le dévore. Le maïs génétique OGM de Monsanto émet son propre insecticide, ce qui lui permet de repousser donc, l'insecte. Et donc on a replanté en Chine des millions et des millions de peupliers OGM résistants aux charançons. Le résultat, c'est qu'en fait, ce peuplier-là a un avantage sur les autres peupliers, un avantage décisif d'ailleurs, puisqu'il résiste aux insectes, il se diffuse au détriment des autres peupliers. C'est ce qu'on appelle du forçage génétique, c'est-à-dire qu'une modification introduite dans l'environnement, une modification génétique, assure un succès, comment dirais-je, darwinien, littéralement, à la plante et se diffuse ainsi de proche en proche à travers les écosystèmes. Ça cause également un autre problème, c'est que des millions d'arbres qui se mettent à émettre leur propre insecticide, ça a des répercussions sur toute la chaîne alimentaire, puisque cet insecticide affecte le développement de tout ce qui est invertébré. Donc on imagine volontiers les dégâts que ça peut causer sur les écosystèmes. On arrive à la fin de la conférence. Du coup, je vais aller très vite sur la partie captation de CO2.
qui est un des grands enjeux, en fait, qui est probablement le plus grand des enjeux à la jonction de cette thématique effondrement et forêt. Mais la Chine nous a donné un avant-goût, c'est-à-dire que les forêts ont été cruciales dans le passé jusqu'à ce qu'on arrive à extraire de l'azote de l'air pour la fertilité des sols. Aujourd'hui, on sait que on va avoir besoin des forêts, ne serait-ce que pour assurer la fertilité des sols. On sait que les méthodes agroécologiques, pour le faire court, fournissent une voie de sortie aux impasses dans lesquelles nous sommes emmurés, littéralement, puisque aujourd'hui, faire de l'agriculture industrielle, ça permet certes de nourrir une partie de la population mondiale, mais ça nous mène au désastre vu le coût environnemental de l'agriculture industrielle. Pour fabriquer de l'azote, on utilise énormément de gaz naturel, ce qui n'est pas bon pour le climat. L'agriculture industrielle telle qu'on la conçoit retourne les sols, émet du CO2, est très lourde en consommation d'hydrocarbures. On estime que pour produire une calorie alimentaire, il faut 10 calories d'hydrocarbures. Donc on est vraiment dans une impasse et on devine, notamment à travers les travaux par exemple de l'INRAE, qu'on pourrait faire une agriculture complètement différente en lien avec la forêt, avec des haies, avec des éléments comme ça, en broyant par exemple les végétaux pour restituer une partie de la fertilité du sol. Un autre des éléments, c'est que l'agro-industrie émet trop d'azote, justement, puisqu'on en a à profusion, on en déverse, et cela perturbe les cycles biogéophysiques du vivant. On émet trop d'azote, on bouleverse également le cycle de la potasse, du phosphore, etc. Donc il faudrait arrêter ça, et on a les moyens théoriques de le faire, on a les moyens d'orchestrer une mutation de l'agriculture vers une agroforesterie beaucoup plus durable. L'autre élément qui fait qu'on a besoin des forêts, c'est la captation du CO2 qu'on mentionnait tout à l'heure. Or, cette captation-là est en péril, tout simplement parce qu'à force de faire des forêts monospécifiques, des forêts beaucoup moins diverses, elles sont très peu résistantes au changement climatique et elles captent de moins en moins de CO2. Or, vous savez qu'on a l'ambition, pour garder le climat sous contrôle, de décarboner nos économies et d'utiliser les puits de carbone terrestres pour capter les émissions excédentaires, c'est-à-dire les émissions fatales, celles dont on ne peut pas se passer pour faire par exemple du ciment ou pour faire un certain nombre d'industries. On a besoin d'émettre du CO2. On a des puits de carbone naturels, les océans, les forêts, les zones humides, qui captent bon an mal an 15 gigatonnes de CO2, estime-t-on, globalement sur la planète. Et donc on aurait un budget de 15 gigatonnes qu'on pourrait émettre chaque année, sachant qu'en ce moment on émet un peu plus de 40 gigatonnes. Donc l'idée, ça serait de réduire d'ici 2050 à 15 gigatonnes. Cela présume que les écosystèmes restent stables. Et ce n'est pas du tout gagné dans le cas des forêts, ce n'est pas gagné non plus dans le cas des océans qui sont en train de s'acidifier. En fait, c'est même carrément en train de s'inverser du côté des forêts. En France, comme dans le reste du monde, les forêts sont de moins en moins puits de carbone et de plus en plus émettrices de carbone parce qu'elles meurent. En France, la mortalité des arbres a augmenté de 80% ces 10 dernières années. Au Canada, les forêts ont brûlé, en Australie, en Amazonie, etc. Et même la forêt amazonienne est en train de vaciller. Et cela met en péril, littéralement, notre capacité à capter du CO2 à l'échelle mondiale. Pour donner une idée, on a estimé qu'en 2023, suite aux chaleurs extrêmes et surtout à la combustion d'une partie du Canada, je rappelle qu'il y a une surface équivalente à la Belgique de forêts canadiennes qui ont brûlé l'été dernier. On estime qu'au lieu de capter quelque chose comme 8 gigatonnes durant l'année, les forêts mondiales ont capté 1,5 gigatonnes. Voilà. Alors, ça va se renouveler ou pas, mais en tout cas, il est clair que leur capacité à capter du CO2 s'érode au fur et à mesure qu'on les artificialise. Du coup, la conclusion que je voudrais faire passer, c'est vraiment qu'il faut conserver les forêts. Et il faut conserver des vraies forêts.
pas des forêts PowerPoint, pas des forêts monospécifiques, mais multiplier les forêts diverses, avec une multiplication des essences, une optimisation des flux génétiques à l'intérieur, des échanges entre les différentes plantes, entre les animaux, etc. Il faut non seulement reforester, mais surtout laisser en libre évolution, voire réensauvager une partie des étendues qui nous entourent. Et je dirais qu'en France, on a l'opportunité de le faire, et dans le reste du monde aussi, et que ça va vraiment être un des enjeux du XXIe siècle, c'est d'avoir des forêts en bonne santé et des forêts qu'on renonce à exploiter, que ce soit pour le bois énergie, que ce soit pour la coupe de bois. On aura toujours besoin de bois localement. Il ne faut pas s'interdire de le couper par endroits, et notamment les forêts monospécifiques qu'on a menées, il faudra les remplacer à terme par autre chose. Donc on peut exploiter ce bois-là, mais ça veut surtout dire qu'il va falloir apprendre à protéger notre patrimoine vivant, à le voir non plus comme une ressource économique, mais vraiment comme quelque chose avec lequel, de tout temps, les sociétés ont coévolué. Il n'y a pas eu de civilisation sans forêt, et nous ne survivrons, nous, que si nous parvenons à faire survivre les forêts en même temps que nous. Voilà, c'était le message que je voulais faire passer. J'ai très légèrement débordé. Je propose quelque chose comme 10 minutes de questions-réponses, et puis on pourra prolonger les échanges sur le stand de la librairie, qui se trouve exactement à l'opposé. Il faut traverser tout le terrain, contourner la scène de musique et descendre vers l'endroit qui s'appelle les Orvets, c'est ça ? Voilà, le jardin des Orvets. Et c'est là que se trouve la librairie dans laquelle je serai à partir de 15h20, on va dire. Voilà. Question. Alors j'en ai une toute première. Merci pour cette passionnante et captivante intervention. Quid de l'Australie ? Continent gigantesque s'il en est. Alors, l'Australie, c'est une histoire un peu longue. On soupçonne que le couvert, enfin on le sait, le couvert végétal de l'Australie a régressé il y a 40 000 ans à peu près. Certains corrèlent ça à la présence humaine qui, par le brûlis, aurait fait reculer ce couvert, et aurait affecté également la présence de grands animaux brouteurs qui auraient provoqué en fait l'expansion des incendies. En tout cas, l'Australie était déjà un continent très aride il y a 40 000 ans. Il s'aridifie encore plus. Disparition des grandes forêts du centre, interruption des 4 grands fleuves qui traversaient à ce moment-là l'Australie. Et les aborigènes ont su s'adapter à ce nouveau contexte, s'adapter au désert notamment, et les forêts côtières ont continué à exister jusqu'à l'époque coloniale, on va dire, où on a commencé à les faire reculer. Aujourd'hui, les forêts côtières subsistantes sont protégées dans des réserves, etc. On sait également que l'Australie a des problèmes. Ils ont beaucoup planté d'eucalyptus. Alors, et un certain nombre de plantes existant dans l'écosystème australien sont donc des plantes pyrophiles qui aiment le feu et qui ont évolué en fonction justement de ces cycles de feu anthropiques. La conclusion, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu un génocide en Australie. Lorsque les Anglais sont arrivés, la population des aborigènes s'est effondrée suite aux maladies. C'est le même scénario que chez les Amérindiens. Suite également aux mauvais traitements, jusque dans les années 1950, on a confisqué des terres. Il y a eu même des endroits où on a considéré que les Australiens étaient nuisibles pour le bétail et où on pouvait les tuer, jusque dans les années 30, si jamais ils s'attaquaient à une vache. Bref, et on a découvert qu'en fait, le brûlis aborigène avait pour particularité, quand il était pratiqué de manière régulière, de limiter la gravité des incendies. Alors, ce n'est pas forcément comment dirais-je, une baguette magique pour tout résoudre, mais dans les écosystèmes qui sont habitués à un brûlis régulier, il est fondamental que les peuples autochtones qui pratiquaient ce brûlis régulier depuis longtemps reviennent
parce que les écosystèmes ont coévolué avec ça. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'écobuage, c'est-à-dire la pratique régulière d'un brûlis préventif, permet de détruire une partie du matériau combustible qui s'accumule au pied des arbres et donc de limiter la gravité des incendies qui peuvent se développer. Ça peut aussi avoir des effets secondaires. Par exemple, quand on le pratique trop, ça peut provoquer les mêmes dégâts sur l'atmosphère. Je me rappelle d'une ville en Australie, où le fait d'avoir fait de l'écobuage préventif avait causé véritablement une pollution très importante. Je crois que c'était sur Adélaïde. On a les mêmes réflexions en fait aux États-Unis. Par exemple, en Californie, les Amérindiens brûlaient régulièrement leur couvert végétal et on essaye de réinstaurer ce brûlis autochtone assez régulièrement dans les endroits où c'est utile. Pour la France, j'ai des réserves. La forêt, c'est le milieu naturel quand on laisse un terrain finalement libre de sa propre évolution. Par contre, j'ai l'impression qu'avec le changement climatique, préserver nos forêts va être beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut imaginer parce que on n'a pas un climat stable, on n'a pas un climat qui dérive vers un nouveau climat stable. Donc en permanence, le climat change et les espèces qu'on est susceptibles de planter aujourd'hui pour remplacer ce qui meurt seront plus adaptées dans une trentaine d'années. Et on voit que dans toutes nos forêts, dans tous nos écosystèmes forêts, on a des espèces qui commencent à disparaître massivement. Et donc, le résultat de ça, c'est que les forêts brûlent. Voilà. Et une forêt qui a brûlé, retrouver une forêt à la place, c'est pas si simple que ça, quoi. Oui, alors c'est un immense champ de recherche et de débat. Je vais juste donner quelques indices. Il y a deux théories là-dessus et les deux sont complémentaires et il faudra jouer des deux. Il y a la théorie de la libre évolution. On laisse les forêts spontanément s'adapter à ce qui se passe. Par exemple, en cas de stress climatique, les arbres, et ça, on le voit dans l'archéologie depuis des millions d'années, les arbres augmentent leur palette génétique. Par exemple, un chêne qui est stressé par le changement climatique, il va émettre plus de glands et ces glands-là vont avoir une plus grande variabilité génétique, ce qui fait que parmi eux, il y en a qui seront adaptés aux nouvelles conditions, qui vont pousser et qui... voilà. Donc, laisser faire la nature, ça peut être aussi une bonne idée. D'un autre côté, l'ONF, qui aime bien avoir plusieurs flèches dans son carquois, fait de la migration assistée. On va prendre des arbres, par exemple, au Maroc ou en Espagne, et on va les acclimater plus au nord, reconstituer des forêts. Les deux existent aujourd'hui. On surveille les expériences, on ne sait pas ce qui va marcher. J'ai tendance à penser que les deux peuvent marcher, ont leurs inconvénients, ont leurs avantages, et qu'il faudra panacher tout ça. Voilà. J'insiste sur un point, c'est que nous, aujourd'hui, on plante des forêts, c'est-à-dire on fait un plan, puis on le déplace, puis on le plante. Les plants sont géniaux pour l'industrie parce que ça pousse droit, ça va vite et on peut l'exploiter plus vite. En revanche, c'est un arbre beaucoup plus fragile face au changement climatique. En semis, l'arbre va pousser plus doucement, mais ses racines seront plus profondes. Il ira chercher de l'eau, il dégradera plus le sol, il sera plus résistant aux coups de vent, etc. Donc, voilà, il y a du bon et du mauvais. Il faut étudier tous les cas. Et par rapport au changement climatique, oui, les arbres vont devoir s'adapter, mais ils ont déjà passé, depuis 400 millions d'années, un certain nombre de changements climatiques et ils sont toujours là. Enfin, sur les millions d'années, si, il y a eu aussi rapide, par exemple à la chute de la météorite qui a amené l'extinction des dinosaures. Alors, je pense que ce qui menace les forêts tout autant que le changement climatique, c'est l'activité humaine. C'est-à-dire que si on allège l'activité humaine, les infrastructures qui, comment dirais-je, brisent les flux génétiques à l'intérieur des forêts, si on arrête de faire des coupes rases, etc., les forêts auront beaucoup plus de chances de se maintenir. Après, il faut les assister, parce que des forêts, en France, on n'a que des forêts anthropiques, donc des forêts fragilisées par l'intervention humaine antérieure. Il faut apprendre, nous, à nous désengager, tout en entretenant les milieux dans lesquels on se désengage. Mais personne n'en sait rien, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudra à la fois des interventions techniques et à la fois accepter de lâcher prise et de laisser évoluer. Et, oui. Je ne sais pas si Agnès Ducharme est présente. Ah, d'accord, bonjour. Voilà, dernière question, et comme ça on enchaîne.
Alors non, sur les Kanaks, j'ai pas de lumière particulière. En revanche, il y a ce qu'on appelle dans les milieux tropicaux les forêts-jardins, qu'on peut très bien adapter chez nous, ou les forêts comestibles, qui sont des modes de vie autonomes quasiment, de communautés souvent pauvres et donc dévalorisées, où on va faire pousser plusieurs dizaines ou centaines, voire un millier de plantes dans un espace déterminé, qui sont toutes comestibles, en s'assurant de différents étages végétaux, en optimisant, etc. Ce qui permet de renouveler complètement l'optique du maraîchage et ce qui permet également d'avoir des endroits frais. Voilà. On peut très bien envisager des grandes forêts comestibles dans lesquelles des communautés puiseraient des ressources alimentaires de manière déterminée. Ça va contre les intérêts de l'agro-industrie qui aime bien la simplification à outrance, etc. Mais mieux vaut une forêt comestible qu'un champ de blé, effectivement. Ou en tout cas, alterner les deux serait bien. Et puis évidemment, il faut acheter son livre. Parce que là, comment ne pas résister à l'envie d'acheter cet ouvrage après cette présentation passionnante.